Enfin, nous sommes allés voir Mathias. Mathias est un jeune chercheur qui passe actuellement sa thèse à l'école polytechnique dans un laboratoire de sciences de gestion. Sa thèse porte sur le design organisationnel de la firme internationale et du déploiement international des innovations. Rien que ça. Mais si nous sommes allés le voir, c'est pour qu'il nous explique comment fonctionne l'évaluation de pair à pair dans la recherche académique. C'est-à-dire comment est-ce que les publications sont réalisées et comment elles sont évaluées. De prime abord, Mathias nous expliquait que les publications peuvent être évaluées sur la qualité de l'article en tant que tel, c'est-à-dire la pertinence des citations, des personnes citées, et en général, à la capacité d'une publication à se trouver dans une revue qui est bien notée. Le système des revues, de notation des revues dans le monde académique fonctionne entre 4 étoiles pour les moins pertinentes à 1 étoile pour les plus prisées. Enfin, une fois que l'article sera publié, on en constatera l'importance au vu du nombre de citations par les pairs qui seront effectuées. La publication scientifique, comment ça fonctionne? Lorsqu'un scientifique veut publier son article, comme Mathias, il va d'abord devoir commencer par connaître la communauté de chercheurs dans laquelle il se situe, c'est-à-dire entrer en contact avec d'autres chercheurs lors de colloques, comprendre les méthodologies de travail, le vocabulaire et les références. C'est un point stratégique car il permet à chacune des revues de pouvoir spécifier la capacité d'un chercheur à comprendre le champ dans lequel il se situe. Une fois qu'il envoie sa revue, l'éditeur va vérifier la mise en cohérence spécifique de cette revue au vu de sa mise en page, de l'habitude de citation, de l'organisation des références qu'il peut avoir. Une fois cette étape passée, comme c'est le cas de Mathias aujourd'hui, l'article va être diffusé à 3 évaluateurs ou relecteurs anonymes. Ces 3 relecteurs vont prendre 5 ou 6 mois pour lire l'article, en proposer une version corrigée et une lettre de critique. Cette critique stipulera si on refuse ou non l'article, s'il faut en faire des révisions majeures, mineures, ou s'il est bon pour la production. Dans tous les cas, ces informations vont être rediffusées à Mathias, qui va devoir relire son article, le rééditer en intégrant ses modifications, et envoyer une lettre d'explication en retour à ses relecteurs. Cette boucle peut durer 3, 4, 5 fois, et faire durer le temps de la publication sur des temps relativement longs, 2, 3, 4, 5, 6 ans pour le pire. Quels sont les points forts de ce dispositif? D'une part, ce qui nous semble intéressant, c'est l'anonymat. En n'étant pas nommés, les relecteurs ont la capacité totale de critiquer de manière directe les productions faites par chacun des chercheurs. Ensuite, c'est la question de la coproduction et de la co-construction de ces articles. Mathias constate que les retours qui sont effectués par ce relecteur permettent d'avoir un regard plus riche et de pouvoir assurer à la communauté scientifique une forte présence de l'intelligence qu'elle représente. Enfin, c'est la gratuité, car les relecteurs ne sont pas payés pour cela. On estime que ça fait partie de leur travail de recherche. Quels en sont les points faibles? D'une part, et je l'ai déjà précisé, c'est le temps très long que peut prendre ce dispositif. Dans le cas de Mathias, travaillant sur des sciences humaines, il est courant que des articles sortent alors que le constat qui en est fait est déjà tardif. Enfin, c'est un système excluant, car pour être lu dans les bonnes revues, il faut avoir pu éditer, et pour pouvoir éditer, il faut avoir été écrit dans les bonnes revues, etc. Enfin, de la part de Mathias, c'est le risque de rendre difficile toute apparition de nouvelles théories au sein d'un champ de recherche spécifique. Car en étant systématiquement cooptée par les autres, une revue qui ferait une rupture profonde serait systématiquement rejetée ou amendée par les autres relecteurs. Enfin, il est tellement difficile de trouver des revues qu'on constate aujourd'hui une surspécialisation des revues dans chacun des champs qui rend difficile l'observation, la lecture et la veille de l'ensemble d'un domaine scientifique. Nous avons ensuite proposé à Mathias de regarder une alternative intéressante, Behaviors and Brain Science, une revue scientifique qui propose une alternative à ce mode de fonctionnement de relecture. Dans cette revue, chaque article est présenté avec un article publié par un auteur et une vingtaine de contributions d'une page qui sont proposées par d'autres membres de la communauté scientifique auquel il appartient, qui vont en faire un commentaire. Enfin, l'auteur de la première revue propose une version corrigée qui intègre les remarques de ces 20 contributions. Dans ce cas particulier, l'ensemble des contributions est nominative et donc ouvre de manière plus importante le principe collaboratif. Pour Mathias, c'est effectivement ce point qui l'intéresse. Avec un principe de ce type, on part du principe que la science est une collaboration ouverte où on constate, on sort de l'anonymat des relecteurs et on les voit réellement prendre une position par rapport à l'article. Être d'accord, ne pas être d'accord, ajouter des compléments. C'est surtout un système qui permet de faire tomber la toute-puissance des 3 reviewers anonymes.
En étant nommé, effectivement on perd la capacité d'engagement que propose l'anonymat, mais propose surtout l'idée d'une communauté apprenante de manière collective. Que faut-il retenir de cet entretien? De ce point de vue, l'anonymat est au centre de cette analyse, car il est difficile de voir en quoi l'anonymat est une réponse soit à l'engagement, soit à la neutralité de l'évaluateur. Dans certains cas, on peut estimer que cet anonymat lui permet une plus grande marge de manœuvre et une plus grande liberté dans son expression, mais on voit aussi qu'il peut être un frein à la nouveauté et à l'innovation.